Kevin, 25 ans, sort du tribunal. Il vient d'être condamné à 9 mois de prison ferme et 3 mois avec sursis. Célibataire? Avant j'avais une concubine, mais là comme je suis pour des histoires que j'ai mis 2 claques, Ouais. on a porté plainte, alors je suis là, alors... C'est vrai que ça aide pas. Célibataire. Ouais, Célibataire, des enfants? Non. Quelle est votre taille? 1m90. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous mettre devant la toile là-bas? 1m88. Laissez-vous faire. Voilà, impeccable. C'est la première fois que vous arrivez dans une maison d'arrêt? Non, c'est la 3e fois. En 3 ans. J'ai au moins une fois par an passé 9 mois ici. Je suis multi-récidiviste de la violence. Alors, à chaque fois que je me bagarre, je passe au tribunal et on me remet des peines. Voilà. Depuis j'ai 3 ans, je fais que ça de venir repartir. Je fais que ça, quoi. À la force, je connais la maison, quoi. Vous allez tenir cette plaque-là sous le menton, à deux mains. C'est mon numéro de compte. Voilà. C'est le bon. Ouais, sans cacher le numéro. Voilà, levez un peu. Voilà. On ne bouge plus. Parfait. La première fois, c'était 32 537. Ah, vous vous en souvenez? Ouais. Quand on fait une connerie, il faut l'assumer. J'ai tapé sur ma femme. Je ferai ma peine sur un pied, je m'en sortirai, c'est tout. C'est comme ça, j'assume ma connerie. Je vais pas taper sur ma femme. Eh ouais. Ça arrive, hein. J'ai mis que 2 claques. Elle est tombée à terre, elle a fait une crise d'épilepsie à cause de ça. La police elle est arrivée, claque, on m'a mis les menottes, on m'a embarqué, regardez-moi. Le meuf là, 2 jours après. Ma vie, elle a été chamboulée en 2 jours de temps. J'étais embauché chez Whirlpool et tout, chamboulé du jour au lendemain. On est d'accord là-dessus sur la somme? Bon messieurs, au revoir. Après, on verra. On verra. On va venir s'occuper de vous. Kevin va être fouillé dans ce box avant d'être conduit en cellule. Ce soir, après un an de liberté, il dormira de nouveau en prison. Nous sommes à la maison d'arrêt d'Amiens, en Picardie. Chaque année, 1200 hommes et femmes sont écroués dans l'établissement. Les 2 tiers sont condamnés. Le dernier tiers est incarcéré en attente de jugement. Nous allons passer 6 mois ici. Nous rencontrerons des dealers, des violeurs, des cambrioleurs, des condamnés pour violence conjugale, alcool au volant ou meurtre. Il y aura même un évadé. Nous rencontrerons aussi celles et ceux qui travaillent ici à longueur d'année, les surveillants pénitentiaires. Je me souviens la première fois que je suis rentré dans une prison. Ça m'a fait froid dans le dos. On entend des claques. Ah. C'est très dur la prison, c'est pour rien. Ça nous broie, ça pour un homme. On a du mal à se réadapter dehors, on n'est pas vraiment pareil que les autres, c'est pas possible. Ici, on sait toujours qu'on rentre, mais on sait jamais qu'on sort. Reportage des 2 côtés des barreaux. Amiens, une prison ordinaire en France. Jeudi 4 janvier, premier jour de tournage, nous avons rendez-vous avec la direction de l'établissement. Une fois n'est pas coutume, ici depuis 5 ans, le directeur est une femme. Isabelle Liban est une ancienne surveillante. Monsieur, bonjour. Elle a gravi tous les échelons. Ça va, vous allez bien? Bien. Ça va, tous mes vœux. Hein, santé d'abord et puis que le reste suive. Hein. Voilà. Ça va?
Isabelle Liban a accepté la présence de notre caméra pour faire connaître ce métier auquel elle croit. Elle veut que la prison soit une parenthèse utile dans la vie d'un homme. C'est bien. Un jour ou l'autre, de toute façon, ces individus vont ressortir, vont être réinjectés dans la société civile. Donc, ils seront écartés que temporairement, plus ou moins longuement, mais temporairement de la société civile. Et donc, notre rôle, c'est effectivement de mettre à exécution les mesures judiciaires, les mesures pénales, mais également de faire en sorte que leur sortie soit la plus adaptée possible. Et ça, c'est un sacré challenge. C'est notre challenge au quotidien. Merci. La directrice nous invite à franchir la porte de détention pour entrer dans la zone sécurisée où sont actuellement détenus 500 prisonniers. C'est Bouquet. Ça va? Oui, vous. Alors, oui. c'est quoi cet endroit? Alors, vous arrivez ici vraiment dans le cœur de la détention, qui est la rotonde, et qui donne sur deux grands bâtiments essentiellement, le bâtiment B et le bâtiment C, qui accueillent la population pénale homme majeure. Par ailleurs, vous avez un quartier femmes et un quartier mineur de ce côté. Au-dessus de nous, une rotonde de 4 étages, soit 15 mètres de hauteur, équipée de 2 filets de sécurité pour éviter les accidents, les règlements de compte ou les suicides. Laissez la porte tranquille, on vous a rien fait. Nous allons maintenant pouvoir évoluer dans la prison, mais pas à n'importe quelle condition. Nous devrons être accompagnés d'un surveillant pour accéder aux détenus. Nous ne pourrons pas vous montrer leur visage, même si certains souhaitent révéler leur identité, car l'administration pénitentiaire ne leur permet pas. Enfin, nous ne pourrons pas interviewer les personnes prévenues, en attente de jugement, c'est-à-dire plus du tiers de la population pénale. Cellule arrivant au numéro 20. Nous retrouvons Kevin, le jeune homme qui a frappé sa compagne et dont nous avons filmé l'arrivée. 3 jours plus tard, il n'a pas quitté sa cellule. C'est son 4e passage en prison et la saleté des lieux l'indispose toujours. Regardez, vous voyez l'hygiène en prison. C'est ça. Vous donnez la poubelle le matin pour qu'on le vide. Elle n'est pas nettoyée, quoi. Elle est vidée mais pas nettoyée, quoi. Toutes sortes de microbes là-dedans, ça pue. Quand il fait chaud l'été, alors je vous raconte pas comment ça sent vraiment mauvais, quoi. Ce matin, Kevin fait parler de lui dans le journal. Il aurait tenté de s'évader du commissariat le jour de son arrestation. Ils m'ont monté dans un bureau à part de la police. Ils m'ont mis dans le bureau. Ils ont commencé à me secouer, à me pousser, quoi. Et là, voilà, quoi. Il y avait une machette posée sur le bureau, comme par hasard. Qu'est-ce que vous appelez une machette? Une serpe à couper des betteraves avec un manche. Dans le temps, on s'en servait pour couper des betteraves. Et j'ai pris cet objet et malheureusement, j'ai dit à un policier, laissez-moi sortir, et j'ai levé la machette juste vers eux et ils disent que j'ai voulu les couper, que... À cause de ce geste, Kevin sait que sa peine pourrait être alourdie. Il se prépare à passer de longs mois en prison et doit s'organiser au plus vite. Une des 7 assistantes sociales de l'établissement va l'aider dans ses démarches avec l'extérieur. Pour commencer, Kevin voudrait suspendre son abonnement téléphonique et son assurance auto le temps de son incarcération. Oui, bonjour, Carole Dupuis, assistante sociale. Asseyez-vous, monsieur. Vous êtes là pourquoi? Elle m'a dit, ouais, j'ai couché avec un tel pour avoir de la cam, j'ai retourné une paire de claques. J'ai dit, il faut plus que tu recommences. Et en y retournant la paire de claques, elle est tombée raide à terre, elle a fait une crise d'épilepsie. J'ai fait ça, c'est pour qu'elle arrête de prendre de la cam, madame, parce que elle se laisse entraîner par n'importe qui, elle part, elle revient dans des états pas possibles chez moi. Moi, je rentre du taf et je vois ça, je suis désespéré, quoi. J'en prends de la cam, je vous le dis franchement. Mais je vais travailler, quoi, et je fais pas chier à personne, quoi. Vous écrivez à ma collègue dès que vous le souhaitez. L'assistante sociale téléphonera à la famille de Kevin pour régler les problèmes matériels les plus urgents. Le surveillant Arnaud Van Holland le conduit à la cellule 109,
dans ces 9 mètres carrés où il devra vivre pendant les 9 prochains mois. Voilà, là en cellule définitive. J'ai des co-détenus, chef? Oui, il y a un co-détenu avec vous. D'accord. Donc j'ai le l'idiot alors. Ou du bas, si vous voulez le mettre en bas, vous le mettez en bas. D'accord. Ok. D'accord, chef. Kevin a fenêtre sur cour de promenade. La cour, un lieu d'échange entre les détenus. Ok. Envoie-moi des feuilles, tout à l'heure je t'en enverrai une, ma cellule. Je t'appelle, je t'en enverrai. Voilà, ça c'est un yo-yo. Ça c'est sûrement un co-détenu qui envoie un paquet de tabac ou des cigarettes à un autre détenu qui est en dessous ou sur le côté. Pour le faire sur le côté, il faut le faire balancer le yo-yo. Dedans, il peut y avoir... c'est un bout de drap raccordé en fait, avec une chaussette au bout ou un gant. Et dedans, il peut y avoir du tabac, de la drogue ou n'importe quoi, quoi. Et si on se fait attraper par les surveillants, c'est puni, quoi. On a un rapport, quoi. Ben, c'est un yo-yo, vous voyez, il remonte avec un gant de toilette ou une chaussette. De la drogue en circulation à quelques mètres de nous. Comment arrive-t-elle jusqu'ici? Nous essaierons de savoir bientôt. Vous voyez, il va peut-être y avoir des yo-yo qui vont encore passer. C'est ça que j'aime pas, c'est sans arrêt, quoi. C'est tout le temps, côté promenade, c'est l'enfer, quoi. Kevin ne le sait pas encore, mais cette incarcération ne se passera pas aussi bien que les 3 précédentes. Dans cette cellule, ces 2 co-détenus vont lui mener la vie dure. Comme on dit en prison, l'enfer, c'est les autres. Promenade terminée, vous remontez. 3B, promenade terminée, vous remontez. La promenade, c'est 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Pour des raisons de sécurité, les 500 détenus ne doivent pas sortir tous en même temps. 3e B, promenade terminée, vous remontez. 3B, vous remontez. Les surveillants doivent donc gérer les flux, étage par étage. Comme tous les jours, à des horaires différents, ils ont 1h15 de promenade l'après-midi, 1h15 le matin. Donc là, c'est leur départ promenade, c'est leur tour de promenade. Allez, premier, envoyez les promenades. Les surveillants procèdent à une fouille rapide. La cour, c'est une zone où ils ne s'aventurent jamais en présence des détenus. Est-ce qu'on peut, nous, y aller en promenade? Ça vous pose problème? Que vous alliez dans la cour? Ah là, Pourquoi? On ne sait pas ce qui peut se passer. C'est pour votre sécurité aussi à vous. Malgré de nombreuses demandes, nous ne serons pas autorisés à entrer en promenade. Car la cour est le territoire réservé des détenus. Une zone où tout peut arriver. Trafic, échange et toutes sortes de brutalités. En revanche, on nous invitera à constater la vingtaine d'activités proposées au sous-sol. Ok, allez, bonne journée. Pour les tests et puis la musculation. La formation MHL, attendez encore. Ici, c'est le carrefour des activités culturelles et physiques. Cours de français, leçons de dessin, de musique, réflexion biblique, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Haltérophilie, atelier vidéo. Tu m'as l'air un peu blanc quand même, là. Et toutes sortes d'activités sportives. À quoi vous pensez en courant actuellement? À rien, j'évacue ma tête. Je pense à moi et mon sport, je pense pas à ce qui va se passer après, c'est-à-dire le retour en cellule. Voilà, retourner en détention. Souffle bien. Le prof de sport est un surveillant. Les détenus l'appellent Action Man. C'est sans doute leur surveillant préféré, quelle que soit leur nationalité. Il est parti fort. Il y a 2,36 il reste 300 mètres après. Roumania. Vous savez de quelle nationalité ce monsieur? Roumain. Il y a quoi comme autre nationalité ici?
Il y a le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. T'es de où, toi? Quel pays? Cameroun. Ah, et toutes les nationalités ici. Aujourd'hui, Madame la directrice est venue assister à une compétition de sport. Je sais que vous l'attendez, mais C'est pour elle l'occasion de motiver les détenus à postuler pour trouver du travail. You have to learn speaking French, okay, and you have to find a job, even in the atelier, okay. Kevin a choisi de suivre les conseils de la directrice. Il travaille dans un des ateliers de confection. 80 détenus sont employés ici, 5 heures par jour. Leur salaire leur permet de dédommager les victimes et de s'offrir quelques extras. Alors là, nous sommes actuellement à l'atelier du deuxième étage où il y a actuellement entre 26-27 détenus présents qui s'occupent de faire de l'assemblage de sacs qui sont destinés à de grandes marques de cosmétiques. Voilà, donc l'assemblage où l'on met les petites cordelettes pour maintenir le sac. À l'étage du dessous, Kevin, lui, imprime le nom d'une marque vendue en grande surface. Un travail payé à la pièce. On est payé 8 € la caisse, quoi, 2000. 8 € là? La caisse de 1000 pièces. Et il vous faut combien de temps pour faire une caisse? Une semaine pratiquement. Donc globalement, vous mettrez une semaine pour toucher vos 8 €. Ouais, voilà. Franchement, c'est de l'esclavage, quoi. Nous avons l'autorisation de filmer ici. Et pourtant, quelques minutes plus tard, le contremaître nous demande d'arrêter le tournage. Ce contremaître est l'intermédiaire entre les marques et la prison. J'ai le droit de le faire. D'accord. Moi, je vais dire à mon patron qui est à la M6 que ça va être fait. Et moi, je vais lui dire, il va être formel. Il va vous faire avoir les ennuis en plus. Ils veulent pas que ça soit filmé pour pas qu'on dénonce combien on est payé et tout, tellement qu'on est payé la misère, mon gars. Parce que tu vois, un truc comme ça d'or, ils le vendent au moins 3 €. Tu t'imagines? C'est de l'exploitation, c'est de l'esclavage, hein, mon gars. En fait, ce ne sont pas les tarifs qui posent problème au contremaître, mais les marques. Les marques ne savent pas que leurs produits sont fabriqués ici, à faible coût. Si elles l'apprennent, elles pourraient lui retirer le marché et du coup mettre 80 détenus au chômage. Des détenus souvent pauvres et qui comptent sur ces 100 à 200 € mensuels. À Amiens, c'est ce qu'il leur reste, une fois les victimes indemnisées. Certains détenus refusent toute activité ou travail. Rémi a été condamné à une peine d'1 an de prison pour consommation régulière d'héroïne et une bagarre sur la voie publique. C'est sa première incarcération. Depuis 6 mois, il vit en cellule 24 heures sur 24. Il craint de sortir en promenade ou en activité pour sa sécurité. Nous le rencontrons pour la première fois sous le regard d'un surveillant. Rémi, pourquoi est-ce que vous ne sortez jamais de votre cellule? Parce que j'ai des problèmes avec certains détenus. Quel type de problème? Quel type de problème? C'est parce que il y a un détenu qui croit que je l'ai balancé, donc voilà quoi. En cas de bagarre, les surveillants ne pourraient pas assurer sa sécurité, même si l'administration connaît les menaces qui pèsent sur le jeune homme. Rémi passe donc ses journées en tête-à-tête avec David, son codétenu. Vous supportez, si on peut dire, entre 22 et 24 heures par jour. C'est presque une vie de couple, ça. Ah bah ouais, presque. À part sur certains points, quand même. C'est colocataire rapproché. Ouais, voilà, colocataire. Colocataire. 11h30, c'est la distribution du repas. Beaucoup de détenus s'attendent en arrivant ici à déjeuner dans un réfectoire. Ça va, mec? Mais même pour manger, Rémi ne sortira pas de sa cellule. Il n'y a qu'une baguette aujourd'hui.
Tu laisses ouvert, tu laisses sortir le pen. Laisse le pen sortir, ouais, c'est bon. Par mégarde, un surveillant a failli enfermer son collègue. Le fait d'entendre le verrou se fermer derrière moi, c'est quelque chose qui ne me convient pas du tout. Ça nous arrive jamais, et même quand on fait une fouille de cellule, on laisse le pen sorti de façon à ce qu'on ne soit pas enfermé. Machinalement, les surveillants passent et quand une porte ouverte, ils la ferment. Avec le pen sorti, ils savent qu'il y a un surveillant qui est dedans. Et... Donc là, c'est la première fois que vous vous étiez fait enfermer. Voilà, tout à fait, oui. Pour être avec nous. Pour être avec vous, oui, mais malgré tout, ça fait bizarre. Ça va, la gamelle d'aujourd'hui, elle est relativement bonne. La télé, c'est le seul lien de Rémi avec le reste de la prison. Qu'est-ce que vous regardez là à la télé? Là, ben, c'est la chaîne de la prison. La chaîne de la prison? Ouais. C'est quoi? Bah, c'est la chaîne où ils expliquent beaucoup de choses sur la prison, à l'intérieur de la prison. Ils doivent en être fiers de ça, je pense, parce que ça arrête pas de passer. Il n'y a que ça qui passe. Ce reportage-là, il passe sans arrêt? Ouais, il arrête pas. Franchement, il arrête pas. Même quand la gamelle est bonne, les détenus complètent souvent leur repas par des produits achetés sur ces bons de commande. Et pour cuisiner, pas de plaque électrique, c'est système D. Ce système s'appelle la chauffe. En fait, c'est une boîte de thon avec un tube de tomates concentré. Et on a mis de l'huile à l'intérieur de la boîte de thon. Et après, on allume, on remonte un petit peu la mèche. Et après, on allume la mèche. On met les boîtes de soda autour. Et ensuite, on met une casserole pour faire chauffer ce qu'on a à faire chauffer, quoi. Un système interdit par le règlement, mais toléré par les surveillants. On sait très bien que si on passe à la fouille aujourd'hui et que on retire la chauffe, s'ils ont besoin de faire chauffer quelque chose ce soir, ils vont se refabriquer une chauffe et forcément ils auront moyen de... Enfin, si vous voulez, on peut enlever une chauffe quasiment tous les jours, quoi. Ce serait sans fin. Donc ce serait sans fin, oui. La chauffe permet aussi de laver son linge, car dans cette prison vieille d'un siècle, il n'y a pas d'eau chaude en cellule. Rémi est à la moitié de sa peine. Il ne supporte plus ces conditions spartiates d'incarcération. Il a demandé à terminer sa peine à l'extérieur, au sein d'une association de réinsertion. Mais pour cela, il doit d'abord convaincre Marianne Charrère-Clément, la juge d'application des peines, venue l'entendre aujourd'hui. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour madame le président, madame le procureur. Aidé de son avocat, Rémi va devoir répondre aux questions du juge. Qu'est-ce que vous avez compris du placement à l'extérieur? Qu'est-ce que c'est pour vous cette mesure? Ben, en fait, pour moi, c'est une façon pour pouvoir se réinsérer dans la vie professionnelle, dans la vie active et du bon pied, si je peux dire. Et le déclic, c'est quoi aujourd'hui alors? Ben, aujourd'hui, c'est la prison, parce que j'ai vu commencer. Et je ne veux pas du tout y revenir. Et ma famille, je vois ma famille qui me soutient énormément, comme elle a toujours fait. Et je veux plus les décevoir, je veux plus leur faire d'inquiétude. Je veux savoir si c'est votre première... Mais son refus de participer aux activités d'insertion joue contre lui. Néanmoins, vous ne veniez pas. Le procureur le lui rappelle. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de formation, du coup il n'y a pas de versement en tout cas justifié aujourd'hui s'agissant des sommes qui sont actuellement dues. On me dit que vous n'avez pas souhaité travailler ni suivre une formation car vous ne vouliez pas être affecté au quartier B de crainte d'être en contact avec d'autres détenus qui vous auraient menacé. Moi au début où je suis arrivé en prison, je suis sorti quelques jours et il y a plusieurs personnes qui se sont mis autour de moi et qui ont voulu me taper. Donc c'est pour ça que je suis plus sorti en promenade. Je suis pratiquement jamais sorti en promenade. Et donc il vient sous ma fenêtre pour me dire qu'il va me taper, tout ça. Donc j'avais fait une demande pour travailler, mais je préfère pas pour me retrouver dans des bagarres ou...
Vous recevrez la décision ici en maison d'arrêt et votre avocat, évidemment, sera informé. D'accord. Voilà. Vous pouvez disposer. Bon, merci. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. La juge lui accordera-t-elle ce régime de confiance? Rémi le saura dans 2 semaines. Certains n'ont pas la patience d'attendre leur libération. Ce matin, c'est l'effervescence au bureau de gestion de la détention. Un détenu manque à l'appel. Il a profité d'une permission de sortie accordée par le juge pour l'enterrement de sa mère pour se faire la belle. Il est considéré comme évadé. 5 ans plus tôt, l'homme avait déjà tenté de s'évader du palais de justice. Aujourd'hui, la gendarmerie est à ses trousses. Vous avez connu, vous, de véritables évasions dans votre carrière? J'ai connu, oui. Une vraie évasion? Vraie évasion. Ça s'était passé comment? C'était à la maison d'arrêt d'Osny. Les détenus ont profité que au niveau du terrain de football, les poteaux de football n'étaient pas encore fixés pour les retirer, les mettre le long des grilles et escalader les murs. À l'ancienne, quoi, une évasion à l'ancienne. Voilà. Résultat des courses, 2 détenus attrapés, 2 décédés et 1 toujours en cavale. S'évader à l'ancienne, faire le mur, semble aujourd'hui presque impossible. Depuis la cour de promenade, les détenus ont peu de chances de réussir à franchir les murs de 6 mètres qui les séparent de la liberté. Le surveillant Thierry Marlière connaît le dispositif de sécurité par cœur. Il est entré dans la carrière pénitentiaire à 21 ans et il est devenu responsable adjoint de la sécurité de l'établissement. Alors de ce côté-là, c'est l'avenue de la Défense passive, donc là c'est l'extérieur. Et là ici à l'intérieur, on a la cour de promenade en fait du quartier majeur. Pour s'évader, il faudrait franchir cette double enceinte de béton. Entre les 2 murs, un chemin de ronde truffé de 27 caméras, de capteurs, de barbelés et peut-être d'autres éléments confidentiels dont on n'a pas voulu nous parler. Un détenu qui va vouloir s'évader de sa cellule va être obligé de franchir ce chemin ici et là automatiquement il sera détecté. Donc c'est vraiment une sécurité qu'on ne peut pas outrepasser. En fait là c'est vraiment clair, net et précis. Le détenu qui sort de sa cellule et qui se retrouve dans le chemin de ronde est obligé d'être détecté par les caméras. Et si un détenu tente d'escalader le mur, les surveillants disposent d'armes à l'intérieur de la prison. Ils ont même l'obligation de tirer sur le fuyard s'il refuse de se rendre et tant qu'il se trouve dans l'enceinte de la prison. Mais tous ces contrôles n'ont pas empêché un homme de s'évader par la grande porte il y a 2 ans. Il s'était caché derrière un camion. L'homme a été repris dès le lendemain. Plusieurs fois par an, les surveillants effectuent donc des stages de tir sous le contrôle d'un surveillant formateur. Ils ont accepté de nous montrer les armes de la maison d'arrêt. C'est des fusils à pompe. Remington 870 police. Et aussi des armes de poing. Premier exercice pour Thierry Marlière. Tir statique sur une cible à 15 mètres. Brigitte, t'es trop... Ça rentre pas, là? Brigitte Barbieux, 20 ans de métier, est une des 20 surveillantes de la maison d'arrêt. Ok, on va aller voir un peu vos résultats. Les 10 sont dedans. Ah, j'ai les 10? Ouais. 6, 8, 10. 10 dans la cible? Ouais, bah les 10 là. Thierry Marlière est comme souvent le meilleur tireur. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Vous avez tiré où, Brigitte? 1, 2, 3, 4 et 5. Alors? Bah c'est satisfaisant. C'est bien. Il est immobilisé, il bougera plus celui-là. Ils sont bien blessés, il est bien blessé. Plus près de la réalité d'une évasion, les surveillants doivent savoir tirer en se déplaçant. Quand je vous dirai la cible 2, on fait les sommations. C'est un touche-tir.
Et là, on pompe, boum. D'accord? 8 cartouches, une arme, non prête. T'es gradé, t'as une équipe à prendre en charge, ou même toi, tu dois partir avec une arme. Voilà. Je vérifie s'il n'y a rien à l'intérieur de l'arme. C'est bon, on est prêt? Allez, on y va, go, c'est parti. La 3. Halte, touche tir. Allez, la 4. Décroche. Protection, la 2. Quand on sera, le jour où on sera à intervenir, que ce soit à l'intérieur d'un établissement, que ce soit à l'extérieur, on ne sera pas comme dans un stand derrière un pupitre où on aura des personnes qui seront devant. Il y aura du mouvement. Donc ce qu'il faut, c'est se rapprocher de la réalité. De rapprocher plus le personnel sur la réalité pour qu'ils aient des automatismes. Protection, la 3. La 2. La 1. Retire. Brigitte est visiblement un peu impressionnée par le fusil. Voilà, la pompe est bloquée, tu fais quoi pour débloquer? Je te mets une claque. Tu sais pas s'il y a une cartouche dedans, mais que tu fais ça. Le coup il perd. Voilà, je préfère. Jamais, 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 on ne pointe une arme sur qui que ce soit si on n'a pas à l'utiliser. Voilà. Et surtout pas un collègue. Sauf si on l'aime pas. Alors on progresse encore. La 1. On progresse. Brigitte, vous vous imaginez dans ce type de situation réelle cette fois-ci? Dans ma carrière, je n'ai encore jamais vécu et j'espère jamais le vivre. Franchement, oui, ça me plairait. Enfin, j'espère bien ne pas le vivre. On progresse. Protection, la 1. On décroche. Avant le cover, tu n'as pas éjecté ta cartouche. Ouais, c'est ça. Pensez-y, la cartouche est utilisée. Quand on va à la chasse, on tire un gibier, on change de cartouche, on n'attend pas que le gibier démarre, autrement il est trop tard. C'est exactement la même chose. À notre connaissance, à Amiens, les surveillants n'ont jamais eu à se servir d'une arme à feu. Retour derrière les barreaux avec Rémi, le jeune homme qui ne quitte jamais sa cellule. Hey Jimmy, là, je vais bouger là dans pas longtemps. Je pense à toi dehors. Fais gaffe à toi, mec. Rémi est heureux, Madame le juge lui a accordé son placement extérieur. Il restera écroué, mais il purgera sa peine dehors. Vous avez demandé un nouveau codétenu? Non, j'ai pas demandé. Hein. Mais bon, ils vont le mettre automatiquement. Hein. Pas besoin de demander. J'espère que ça va être un bon. Ouais, j'espère que ça va être un bon, ouais. C'est quoi un bon codétenu? Bah, un propre déjà. Propre, qui dort pas toute la journée. Qu'on s'entende bien, quoi. Que de la conversation et puis voilà. Qu'il soit normal, quoi. Qu'il soit normal, ouais. Parce qu'ici, il y a des drôles de spécimens. Ouais, fais gaffe à toi. Pas de conneries. Ouais, t'inquiète. Vas-y, je t'écris. Vas-y. Bon, bah, bonne chance. Hein. À dans 2 mois. Au revoir. Au revoir, surveillant. Faites gaffe à vous. Bon courage, les gars. Bon courage, les gars. Pour sa sortie, Rémi est pris en charge par une éducatrice de l'association Après, une association qui réinsère les détenus depuis 20 ans. Au revoir, surveillant. Qu'est-ce que vous avez étonné là en traversant la ville? De revoir des filles surtout. Je pense que tout homme normalement constitué, ça fait quelque chose.
Pour donner à Rémi le maximum de chances de se réinsérer dans la société, l'association va le mettre au travail. 30 détenus ont un emploi ici. Bonjour. Une formule qui limite le risque de récidive par rapport à ceux qui font toute leur peine à l'intérieur de la prison. Rémi est logé en ville jusqu'à la fin de sa peine. Merci. Bah, c'est un peu la clé de la liberté, sauf que c'est pas totalement la liberté. Vous avez les clés, nous avons les clés. Ça doit rester comme ça, vous n'avez pas le droit de faire de double de clés, de prêter vos clés. Vous ne pouvez recevoir personne sans autorisation. D'accord ? Et c'est dans cet appartement-là que vous devez être rentré à 18h30 le soir. Rémi ne pourra pas quitter cet appartement le soir, sinon, c'est le retour à la case prison. Ouais, papa. Ça va, impeccable, ouais. Il y a un gars qui était dans un studio et lui, il a fait n'importe quoi, il l'a remis en prison. Donc moi, ils m'ont mis dans le studio. Donc ça fait comme un studio que j'avais. Ah, moi j'ai tout, maman. Moi j'ai tout, j'ai un petit frigo, bah, comme l'appartement, comme le studio. Moi, je te ferai voir demain, mais j'ai une grande fenêtre, ça fait comme un peu une baie vitrée, la moitié d'une baie vitrée de la maison. Après 6 mois derrière les barreaux, Rémi a du mal à y croire. Tout ceci a un goût de liberté, mais il sait bien que c'est une liberté surveillée. Ouais, moi aussi, ouais. À demain. Ouais. Ce soir, c'est lui qui fermera sa porte. Je garde mon numéro d'écrou. Et je reste un détenu. Sa prise en charge par l'association coûtera 80 € par jour à la société, contre 300 € lorsqu'il était incarcéré. Une alternative à la prison peu coûteuse et pourtant peu répandue. « 140 surveillants travaillent à la maison d'arrêt d'Amiens. Des surveillants souvent entrés dans l'administration pénitentiaire par hasard, jamais par vocation. Ce qui n'empêche pas certains, comme Thierry Marlière, d'être heureux dans ce métier. Quand j'étais petit, je rêvais d'être footballeur professionnel. Et puis, on m'a pas conseillé forcément de faire ça. Maintenant, j'avais peut-être pas forcément le niveau non plus. Donc après, je suis surtout parti dans des études où, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait du droit, je voulais partir là-dedans. Alors c'est peut-être pas forcément la branche du droit que j'aurais choisi, hein, mais j'ai passé des concours, j'y suis là. Voilà. Comme je dis, c'est pas un métier que j'ai choisi, mais pour un métier que j'ai pas choisi, je suis fier de le faire. J'aime le faire, donc je pense que c'est déjà pas mal. Et comme nous allons le constater, l'une des premières qualités d'un surveillant, c'est le calme et la patience devant les situations de tension. Ce que nous demandions depuis longtemps, Thierry Marlière l'a accepté. Il va nous montrer la cour de promenade à l'heure où les détenus sont en cellule. Une situation en apparence ordinaire, et pourtant... Voilà le chemin qu'empruntent les détenus. Voilà, tout à fait. Donc c'est le chemin d'accès pour la promenade pour les détenus du bâtiment B, sachant que les détenus du bâtiment C ont le même système mais passent par l'autre côté. On a le filin anti-hélicoptère donc juste au-dessus. On a la caméra donc pour visionner l'ensemble de la cour de promenade en cas d'incident. Où est-elle ? Donc qui est située juste en face, sur le pylône en face là-bas. Une seule caméra qui surveille. Une caméra qui surveille la cour de promenade. Donc la personne qui surveille les promenades en fait est au niveau du troisième étage là-haut. Pourquoi est-ce que les surveillants ne viennent jamais en promenade en même temps que les détenus ? Tout d'abord parce que c'est une question de principe au niveau du CPP, du code de procédure. Voilà, par exemple aussi, ils ont droit à 1 heure de promenade par jour, donc on considère que c'est un moment qu'ils doivent passer seuls sur la présence du surveillant, 23 heures sur 24 avec du personnel, ils ont besoin d'un peu d'intimité. Et puis après c'est une question de sécurité parce que par vengeance 50 ou 60 détenus sur la cour qui voudraient sauter sur un agent, quand vous voyez comment on est adoré certaines fois, ça fait partie de la sécurité du personnel.
Autant quand ils sont avec vous à l'étage, ils sont tout gentils parce qu'ils ont plein de choses à vous demander. Et puis bah là, il y a des périodes comme ça où mais nous ça nous fait plus rien, on est habitués, on sait que c'est comme ça en permanence, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et voilà, regardez, vous voyez. Bah là on fait tout ce qui peut traîner dans la cellule, hein, bah, yaourt, une pomme, une bouteille d'eau, de l'eau de javel, une balayette. C'est le meilleur brigadier. Merci. Ouais, faites vite parce que le temps qu'il recharge. La violence des détenus est parfois extrême. Tout le monde se rappelle ici l'histoire de ce surveillant qui a reçu un colis piégé à son domicile. Sa fille est morte en ouvrant le paquet. Son fils, lui aussi surveillant à Amiens, nous a confié que les auteurs de l'attentat étaient sans doute d'anciens détenus. On comprend mieux pourquoi certains surveillants ne souhaitent pas apparaître. Oui. 2 fois par semaine, la directrice et les gradés font le point sur les détenus et les incidents. La semaine dernière a été tendue. Donc bonjour à toutes et à tous. Ça va? Tout le monde va bien? Première affaire, une tentative de suicide par pendaison. On va commencer par le cas d'été disciplinaire, vu qu'il y a celui qui a fait une tentative de pendaison. Bon, avec des pieds à terre. Des pieds à terre. Et quelles sont ces explications? Il veut sortir du quartier disciplinaire. Il veut sortir du quartier. C'était quoi, lors d'un retour de promenade ou... Deuxième affaire, un détenu a été retrouvé en possession de drogue dure lors d'une fouille de cellule. Donc, lors de la fouille de cellule, lui a été fouillé. Voilà, il y a un produit dit illicite de couleur beige, parce que je ne savais pas, et on a fait le test matin. Je vais quand même appeler la brigade des SNUP, parce que moi je l'ai contrôlé. Ça serait de la morphine. Troisième point, un détenu qui avait insulté la directrice lui fait ses excuses par courrier. Je vous fais entièrement mes excuses, je ne me suis jamais comportée comme ça devant votre personne, c'est vrai. Je ne suis pas une personne violente, je suis désolée, plus jamais ça se reproduira. Je fais des efforts, mais il me faut du temps et un jour je serai digne de ce pays. Je vous remercie beaucoup et comprends le sens de vos sanctions. Veuillez, Madame la directrice, recevoir mes salutations. Eh ben, ce qui prouve que parfois la sanction a du bon. Sur les suivis particuliers, le couple là qui a été condamné... Mais l'affaire du jour, c'est ce couple, condamné pour meurtre aux assises. Après 3 années et demie de détention préventive, le verdict est tombé. L'homme a été condamné à 15 ans de réclusion, la femme à 18 ans. Au moment des verdicts, le risque de suicide est très important. Le personnel va donc redoubler de vigilance. Régulièrement, les surveillants viennent s'assurer de la santé psychologique du meurtrier. Maintenant, vous avez digéré un peu ce qui s'était passé, vous avez pris sur vous et puis que... Non, il faut relativiser tout, quoi. Hein, dans votre tête, c'est beaucoup plus clair qu'avant, quoi. Et après la prison, bah, il y a encore quelque chose. Hein. Il y a un avenir qui s'ouvre devant vous après la prison, quand vous aurez payé votre dette à la société. J'ai fait une bêtise qu'il faut payer, c'est tout à fait normal. Mais c'est lourd. C'est lourd parce qu'il y a quand même une personne de décédée, ça j'y pense. J'y pense tous les jours. Ça reste gravé, quoi. Qu'est-ce qui reste gravé? Bah qu'il y a eu une vie d'enlevée, quoi. Vous n'étiez pas seul au moment des faits? Non, j'étais avec une amie. Et puis ça a mal tourné, quoi. Donc voilà. Puis quand vous montez dans le box des accusés, vous avez tout le monde devant vous.
Si vous sentez le stress, l'angoisse. J'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon. Et je m'en voudrais infiniment, je m'en voudrais. Il n'y aurait pas eu l'alcool, ça n'aurait jamais arrivé. Ça n'aurait jamais arrivé. À l'énoncé du verdict, sa sœur l'a supplié d'accepter sa peine et de tenir encore 11 ans derrière les barreaux. Elle m'a sauté dans les bras, puis elle m'a dit qu'il ne fallait pas que je fasse de bêtises. Quelle bêtise? Suicide. Le soir du verdict, les surveillants l'ont mise en cellule avec un vieil habitué de la prison. Certains l'appellent l'ancien. À 50 ans, Gérard a 30 condamnations à son casier judiciaire. Il a découvert le monde carcéral à l'âge de 16 ans. À l'époque, on cassait les vitrines, j'ai écrasé un gendarme en moto. Ah, je ne l'ai pas tué, bien sûr, mais bon, en fuyant, en faisant un délai de fuite, j'ai percuté un gendarme, ce qui m'a valu 18 mois de prison à l'époque, quoi. J'ai fait 18 mois, mais très dur. J'avais la haine, bien sûr que j'avais la haine. On m'a pas appris à travailler, on m'a pas appris à rien faire. Bon, je savais que le seul métier que je connaissais, c'était vol. Bon, j'ai volé, j'ai continué à voler, quoi. J'avais la haine de la prison. J'étais déchaîné à l'époque quand je suis sorti parce que j'avais subi la prison pendant 18 mois. Maintenant, on arrive quand même plus ou moins à pas trop la subir, mais à l'époque, on subissait la prison, les brimades, tout ça. Donc, j'ai décidé de plus jamais vouloir travailler. Et puis, je me suis mis, je me suis mis dans la délinquance, quoi, vraiment la délinquance grave. Il s'est alors spécialisé dans les vols et les cambriolages de châteaux. Je fais partie des gens qui ont choisi d'être délinquants, quoi. Donc c'est quand même toute une vie qui a été dans la délinquance. Je vous dis pas que c'est bien, je vous dis pas que c'est mal. Bon, je regrette parce que bien sûr j'ai quand même passé quelques années derrière les barreaux, j'ai quand même passé une paire d'années derrière les barreaux. Oh, j'ai bien 20 ans quand même. Mais je regrette pas, c'était fait, voilà. La seule chose que je regrette, c'est de m'être fait prendre souvent. Pour occuper ses journées jusqu'en 2010, Gérard travaille à la distribution des repas et au ménage. Une activité payée 260 € par mois. Chaque jour, il nettoie les douches que chaque détenu ne peut utiliser que 3 fois par semaine. Ça a toujours été comme ça, les douches, là, par 4, avec des petites cloisons Ça dépend des tôles. Il y a des tôles, c'est par 50, comme au centre de détention de l'os, c'était 50. 50 personnes. 50 douches à la fois. 50 pommeaux de gauche, un peu comme les camps de concentration, quoi. T'as vu, c'était 50 douches comme ça. Sans séparation. Sans séparation, sans rien. Vous avez connu ça? Oui. Et là, c'était la jungle, quoi. C'était la misère. Il fallait faire attention, quoi. T'as des jeunes qui se faisaient violer et tout, ça c'est sûr. Donc il fallait déjà être fort à l'époque, quoi. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Il y a des services à l'infirmerie où tu as des capotes qui sont là, que tu peux tirer des capotes. Quand tu vas, voilà, pourquoi faire? Pourtant, c'est quand même un milieu que de mecs, quoi. Donc, quelque part, c'est ou pour se foutre de notre gueule ou pour en cas où. Pour l'ancien, le plus difficile à vivre en prison, c'est l'absence de relations sexuelles avec sa femme. Tu te rends pas compte, rester 2-3 ans sans avoir de rapport sexuel avec ta femme, pour toi, c'est déjà dur. Imagine-toi pour la femme dehors, avec toutes les tentations. Si t'as une femme à peu près normale, qui est bien foutue et tout, elle est quand même sollicitée dehors, faut pas être fou. Donc elle, c'est encore peut-être plus difficile pour elle que toi, parce que toi, tu peux pas. C'est net, c'est clair. Mais elle dehors, elle peut comme elle veut, quand elle veut. Quand t'achètes 2 oiseaux, t'achètes un oiseau, tu lui achètes une femelle, tu lui achètes un mâle. Tu mets un oiseau en cage, tu ne l'as jamais tout seul, tu essayes d'avoir un couple. Là, on te met en cage, t'as vu, on te laisse pendant qu'on 4 piges sans rien. Aujourd'hui, l'ancien a pris le condamné pour meurtre sous son aile. Il va lui apprendre à être patient. À peine se sont-ils rencontrés qu'ils se sont découverts un point commun. Leurs anciennes compagnes et complices sont à 200 mètres de leur cellule, au premier étage du quartier femmes.
Cette femme blonde aux cheveux longs est la complice du meurtrier. Encore sous le choc du verdict, elle est sous traitement médical lourd et passe la majeure partie de la journée à dormir. On nous déconseillera de la rencontrer. La complice de l'ancien exécute sa première peine. Elle est libérable l'an prochain et supporte mal la fin de sa peine. Le repas, mesdames. Avec Brigitte, la surveillante principale, 9 femmes travaillent ici, car les hommes ne sont pas autorisés à fouiller les détenues femmes. Le seul homme ici, c'est le chef de détention. Bon appétit. Merci, bon appétit. Merci. Il y a 40 détenus, 3 par cellule. Cette femme affectée au service du repas s'appelle Christelle. Elle a été condamnée à 3 mois de prison pour importation de drogue dure. Mais sur appel du procureur, sa peine a été portée de 3 mois à 3 ans. Je suis arrivée en septembre 2004, j'avais 28 ans. Et maintenant j'ai 31 ans, ça va faire 2 ans et demi que je suis ici. Au départ, la situation était difficile pour Christelle, car ses parents refusaient de la voir. Au départ, il y a eu de la colère. J'ai ma mère qui préférait pas entendre parler de moi. C'est mon père qui a tout fait pour venir me voir au parloir. Ils se sont rendus compte que j'avais besoin de soutien, parce que c'est vrai que j'ai craqué. Déjà 2 mois c'était dur pour moi, mais 3 ans c'était inimaginable. Et moralement j'avais besoin de soutien. J'ai même pensé faire des bêtises ici. Penser au suicide. Donc après j'ai eu un suivi psychologique. Toutes les semaines j'étais suivie par un psychologue avec qui je pouvais parler de tout ce qui me passait par la tête. J'ai eu aussi un traitement médical, des calmants pendant quelques mois. Et des somnifères parce que les nuits étaient longues au départ, j'avais du mal à trouver le sommeil. Après 2 ans et demi d'incarcération, Christelle a trouvé ses marques. Mais il suffit parfois d'un rien pour que la dure réalité de la prison la rattrape. Récemment, ma voisine de cellule a voulu se suicider. J'ai entendu des cris, des pleurs. Et en pleine nuit, on m'a mis sa co-détenue qui était choquée par ce qu'elle avait vu, par le sang. C'est vrai que c'est difficile à gérer. Ça vous arrive de pleurer? Oui, souvent. On pleure un bon coup. Et on essaye de s'endormir avec des idées meilleures en tête. Le quartier femme est un univers plus feutré que le quartier homme. Mais les trafics, les tensions, les menaces existent aussi. Au point que les surveillantes préfèrent souvent garder l'anonymat vis-à-vis des détenus. Moi, je l'aime pas. Je n'aime pas qu'on sache mon nom de famille. Mon prénom, oui, elles le savent très bien, parce qu'il y a des fois on s'appelle par les prénoms, mais pas mon nom de famille, non. Ah, c'est comme ça. Il n'est pas toujours facile de dire qu'on travaille en prison. Préparez vos affaires pour changer de cellule. C'est bon? Allez-y. Cette femme, dont le mari et le fils sont aussi surveillants, a choisi d'habiter loin de la maison d'arrêt. Elle n'aimerait pas qu'une détenue la reconnaisse dans la rue. Ça peut être dangereux. Ça peut être de l'agression verbale, de l'agression physique, des menaces pour la famille, éventuellement les enfants. C'est un milieu fermé. Et on ne peut pas ouvrir, nous, notre vie au milieu fermé. Je suis fière de ce que je fais et j'en ai pas honte dehors. Au contraire.
insulté, oui, menacé, oui. Donc on prend jamais ça à la légère. Cellule numéro 5. Depuis quelques semaines, la vie de Christelle est bouleversée. Un ami d'enfance qui vient d'apprendre qu'elle est en prison lui a écrit une vraie déclaration d'amour. Salut bébé, je suis heureux de voir que tes lettres sont de plus en plus longues. Elles sont comme les jours passés sans toi, mais d'un autre côté, la fameuse date se rapproche chaque jour. Mais rassure-toi, j'ai bien l'intention de démarrer quelque chose de sérieux avec toi, dans le but de voir avec toi les mois et les années prochaines et toutes les belles choses que nous pourrons faire ensemble. Je vois que je prends une lettre, là les trucs qui est écrit dessus. J'ai perdu beaucoup de temps ici. Pareil de son côté. Beaucoup de déceptions, aussi bien pour moi que pour lui. Donc on voudrait maintenant vraiment faire quelque chose de solide. Même penser à avoir un enfant aussi. Le jeune homme, que Brigitte, la surveillante, a surnommé Joli Cœur, a promis qu'il viendrait la voir au parloir. J'espère qu'il sera là. Je vais le prendre dans mes bras et fondre en larmes, ça c'est sûr. Mercredi, jour de parloir. Christelle se prépare pour faire bonne figure face à ses parents et à son petit ami. Lui, il est dans quel état d'esprit quand il arrive ici? Anxieux, c'est vrai que c'est pas facile pour lui de venir me voir en prison. Mais bon, j'essaie de faire en sorte de le mettre à l'aise tout de suite. En rigolant, en parlant des bons moments qui nous attendent à l'extérieur. Mais j'avais peur, au départ j'avais honte. Honte de ce que j'ai fait, j'ai peur de sa réaction. Mais en fait, il me juge pas par rapport à ce que j'ai fait, il me connaît, il sait comment je suis. C'est un mauvais passage. Comme toutes les semaines, Brigitte accompagne les parents de Christelle au quartier femme. Joli Cœur est là, mais Christelle ne sait pas encore. Ouais, c'est mal à l'aise quand même. J'entends trop quand même pas trop venir. Même en visiteur. On va voir, ça va. Je trouve qu'au travers des détenus, on vit plus de déchirures que de réconciliation ou de retrouvailles. Alors une histoire comme ça, qu'est-ce que ça vous évoque en fait? Bah, la vie tout court. C'est pas parce qu'on a eu un parcours ou un accident de parcours que tout s'arrête. Eux aussi ont le droit, enfin, c'est pas des gens différents de nous, ils ont fauté certes, mais la vie aussi reprend son cours. Alors l'amour en prison, ça existe? Bah oui. 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 Ça existe même entre elles. Ouais, on a des histoires aussi d'amour entre femmes. Ça arrive. En prison, le temps paraît toujours très long, sauf pendant les parloirs. D'un côté, ça me fait plaisir de les avoir vus, et d'un autre, je suis triste déjà de
me séparer d'eux au bout de 45 minutes, parce que c'est vrai que c'est assez court. 45 minutes de bonheur qui se terminent toujours de la même manière. Christelle doit se déshabiller totalement dans cette salle de fouille. Les surveillantes veulent constater que sa famille ne lui a rien transmis venant de l'extérieur. Au quartier des arrivants, le condamné qui s'était évadé lors d'une permission de sortie est de retour. Il a été retrouvé par les gendarmes après 1 mois et demi de cavale. Ça s'est passé comment? J'étais chez un ami, on était en train de dormir, quoi. Les gendarmes ils ont frappé à la porte, tout de suite j'ai reconnu que c'était eux, j'ai voulu m'habiller. Comment est-ce que vous avez reconnu que c'était eux? Leur façon de frapper. Je me suis dit, yes, c'est reparti, quoi. C'est reparti pour un toit. J'ai voulu passer par les toits, quoi. Mais j'ai pas eu le temps, quoi. Ils sont rentrés et puis ils m'ont attrapé, quoi. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? La cavale est finie. Cette cavale, il l'a faite pour passer du temps auprès de ses 2 jeunes enfants. Si vous aviez une parole à dire à vos enfants, qu'est-ce que ce serait? C'est que je disais de tout mon cœur, qu'ils m'oublient pas, quoi, tout ça. C'est tout. Je pense très fort à eux. Vous avez peur qu'ils vous oublient? Ouais. Excusez-moi. Il devra attendre encore longtemps avant de revoir ses enfants à l'extérieur. Sa cavale, il la paiera de 4 mois de prison supplémentaire. Il devrait sortir dans 2 ans. Comme tous les détenus, l'évadé a un rendez-vous médical obligatoire à Luxa. C'est une antenne de l'hôpital d'Amiens, au sein même de la prison, qui prend en charge la santé des détenus. Entrez. Le docteur Alain Herman soigne les détenus depuis plus de 10 ans. Alors, vous pouvez vous mettre torse nu, vous vous pesez et vous allongez la bande. Le jeune homme est dépendant à l'héroïne. Le médecin va donc lui prescrire un médicament de substitution tout le temps de son incarcération. Alors, vous remontez jusqu'en haut. Donc tout ça, tous les matins, vous aurez votre Subutex que vous prenez devant l'infirmière, puis le reste qu'on vous donne pour la journée. Hein. Ce traitement de substitution, l'évadé le connaît bien. Il l'a découvert en cours de promenade et il en est devenu accro. Lui qui n'avait jamais touché aux drogues dures, à sa sortie, il est devenu totalement dépendant. Et je vais refaire votre ordonnance. Vous l'avez vu, votre traitement ce matin? Donc vous allez l'avoir là tout de suite. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est celui qui n'en a jamais pris et à qui on lui propose et qui rentre dans le truc. Parce qu'à ce moment-là, on arrive à des gens qui deviennent accros au Subutex alors qu'ils n'en ont jamais pris. Parce qu'un jour, quelqu'un leur en a proposé. Un autre détenu qui propose à quelqu'un en disant bah tiens, prends ça, tu verras, avec ça, tu vas être tranquille. Tout le monde en incarcération, j'en ai pris comme ça dans la cour, quoi. Et quand je suis sorti, bah... quoi. Il a médicalisé sa prescription en sortant? Non, j'ai pris de l'héroïne, quoi, puis Ah oui, ça va pas durer longtemps. Le trafic de produits de substitution, personne n'en est dupe, surtout pas les infirmiers. Ils vont essayer de le garder, c'est-à-dire mettre du scotch au palais, ou alors le mettre dans le creux d'une dent, c'est déjà arrivé aussi, ou ils vont le mettre dans leur manche, enfin le dissimuler, pour le recracher ensuite en cellule, ou le donner à quelqu'un d'autre, l'échanger pour avoir des cigarettes, etc., ou alors le sniffer. Merci. Le détournement et l'échange des traitements, c'est le premier souci du service médical. Pour éviter les échanges, Régis Laniel, infirmier hospitalier, distribue les traitements chaque matin. Plus de 80 personnes sont sous traitement de substitution à l'héroïne ou à la cocaïne. 80 sur plus de 500 détenus. La plupart sont tombés pour des affaires liées à leur toxicomanie.
carton du matin. Voilà, pour la journée, on attend un petit peu de ça. Régis doit s'assurer que les cachets sont avalés sur place, car les médicaments prennent beaucoup de valeur en prison. Un Subutex 8 mg en prison, ça équivaut à peu près à 2 paquets de tabac. Donc c'est une denrée qui se monnaie, ça s'échange sous forme de bons de cantine. Voilà. Dans sa mallette d'infirmier, il y a aussi beaucoup d'anxiolytiques et de somnifères que les détenus réclament souvent dans des doses de plus en plus fortes. Vous avez un somnifère dans votre traitement? À force, ça fait pas effet. Et vous avez jamais essayé de vous en passer? Si vous dites que ça fait pas effet. Si, dehors, je m'en passe. Et ici, c'est pas possible? C'est pas possible. Presque tous les personnes incarcérées vont être demandeurs de somnifères. Quand on dort, c'est une forme d'évasion. Donc le temps il y a des gens qui passeraient leur temps à dormir pour diminuer leur peine. Fuir la réalité de la prison par le médicament, ici, on appelle ça être cachetonné. Un comprimé matin et soir, vous devez encore avoir des Valium là? Retour au service hospitalier, à la pharmacie précisément. Le nouveau pharmacien, en poste depuis quelques semaines, s'interroge sur le recours massif aux médicaments et sur ses causes. Les conditions dans toute détention ne permettent pas d'avoir un esprit ouvert et la gaieté de vivre, quoi. Donc c'est normal que les gens soient, même s'ils n'étaient pas dépressifs, je pense qu'ils le deviennent, quoi. Mais quand vous êtes à 3 dans une cellule ou 2 dans une cellule, je crois que pour avoir une certaine paix sociale, est-ce qu'on n'organise pas une substitution et une surmédication, quoi? Et c'est le cas? C'est le cas, je sais pas, c'est pas vrai qui prescrit, ça fait que délivrer, mais il y a des prescriptions qui sont quand même assez fortes, donc aussi bien en somatique qu'en psy, quoi. Avec des posologies qui sont quand même relativement élevées, quoi. Ils sont cachetonnés, c'est vrai qu'ils sont un peu abrutis, quoi. Par les médicaments, oui, bah oui. Kevin, lui aussi, a pris rendez-vous avec le médecin. Un mois après son arrivée, le jeune homme craque. En cellule, ses co-détenus le raquettent et ses anciens copains de détention ne sont plus là pour le défendre. Pourquoi vous avez pris rendez-vous? Parce que ça va pas dans ma tête, parce que mes co-détenus m'en font voir tous les couleurs, j'arrive pas à dormir la nuit et tout. J'ai pas le droit de bouger de mon lit, j'ai pas le droit d'aller pisser, j'ai pas le droit d'aller au traitement, parce que ils dorment, alors voilà, quoi. Faut qu'eux ils dorment et que moi je fasse rien que de prendre une feuille à rouler dans mon paquet de feuilles, ça les gêne, il faut que j'envoie tout mon café à l'autre du dessus parce que c'est son pote. Et tout, quoi. Faut que je donne tout et je peux plus, quoi. Je peux plus rester avec ces gens-là, c'est impossible, quoi. Si vous leur dites non, je suis pas d'accord, je veux pas me faire raqueter, etc. Après, c'est des règlements de compte en promenade, quoi. C'est des coups de larmes ou n'importe quoi, qui peut se passer, quoi. Ou des coups de poing ou n'importe quoi. Si, il y a toutes sortes de choses. J'arrête pas de le dire à la chef de bloc en remontant et tout, elle m'envoie chier. Mais ça va mal finir. C'est soit moi qui va se faire mal à moi-même, et si ça marche pas, après si ça me change pas de cellule, je vais être obligé de péter les plombs sur quelqu'un, c'est malheureux à dire. Si vous faites pas une erreur, on vous change pas de cellule. On vous laisse jusqu'à temps qu'il y en a un qui se retrouve 200 dans la cellule. C'est comme ça ici. Entrez. Kevin sait que les prochains mois seront difficiles. Il veut se faire prescrire un somnifère. Mais le médecin refusera car il prend déjà 2 antidépresseurs et le fameux traitement de substitution à l'héroïne. Grâce au soutien du médecin, Kevin sera tout de même changé de cellule dès le lendemain. Voilà, le traitement c'est pris, il n'y a pas de problème. Fini la raquette, du moins pour l'instant. Quelques jours plus tard, pour avoir refusé de donner des médicaments, le médecin a été menacé par un patient qui refusait de se sevrer en diminuant les doses. L'homme a été placé en prévention au quartier disciplinaire, que tout le monde appelle le mitard. Des cellules de punition sans aucun confort. Un lit sommaire, des meubles scellés, une fenêtre, des toilettes rudimentaires, pas de télévision ni aucun effet personnel. Ici, les risques de suicide sont 6 fois plus élevés qu'en cellule.
Ce matin, une commission de discipline va juger le jeune homme. Même si la loi le lui permet, il n'a pas souhaité être défendu par un avocat pour répondre de ses actes devant la sous-directrice. Bonjour monsieur, vous comparaissez pour des faits datant du 2 février 2007. Vers 11h25, mécontent du traitement prescrit par le médecin de Luxa, vous êtes sorti de la salle de consultation en claquant la porte. Puis vous êtes de nouveau rentré, les poings fermés, dans l'intention d'agresser le médecin. L'infirmière a dû déclencher l'alarme et a dû intervenir pour éviter l'agression. Mécontent, nerveux et agressif, vous n'avez pas voulu vous calmer. Donc vous vous êtes pas contenté de dire vous vous foutez de moi. C'est faux. Je vous promets, madame, c'est faux. Peut-être qu'ici, il y en a beaucoup qui vous ont promis des choses, mais moi, je vous promets que ça, c'est faux, madame. Vous n'étiez passablement énervé. Ouais, après, j'ai tapé une déprime. Je reprends ça à ma fille, ma copine, ma mère, tout. Et donc, ça justifie que vous vous en preniez au médecin? Non, après, ils m'ont enfermé dans la salle et j'ai continué à m'énerver tout seul dans la salle, à taper dans le mur. Et après, ils m'ont mis les menottes, tout, et ils m'ont amené ici, quartier disciplinaire. Le médecin, quand il vous prescrit un traitement de sevrage, monsieur, il sait de quoi il parle. Oui. Bon. Donc, c'est pas à vous d'exiger d'avoir un traitement. C'est à lui d'évaluer en fonction de ce que vous lui dites et en fonction de l'examen qu'il fait de vous, ce qui est mieux pour vous. Oui, mais dehors, je suis suivi, j'avais un traitement de Subutex dehors. Dehors, c'est dehors, monsieur. Ici, c'est ici. D'accord. Bon. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on vous fasse sortir? Ah, je demande la clémence. C'est ce que je demande. Bien. Me laisser une chance. Une petite chance. Allez, vous sortez, la commission va délibérer. Le jeune homme risque plusieurs semaines de QD, de quartier disciplinaire. La commission délibère. Bon, de toute façon, moi je suis favorable pour lui mettre une sanction, c'est-à-dire qu'on lui fout du QD perm et puis également du sursis comme il vient d'arriver. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'on va me mettre un bon 30 jours. 20 jours, 15 jours, 20 jours. Pourtant, en plus, c'est faux, je ne l'ai pas agressé, le médecin. J'ai parlé à mon vocabulaire, le vocabulaire du quartier qui lui a peut-être pas plu, quoi. C'est tout. C'est tout, je ne l'ai pas agressé du tout. Je suis calmé, aïe, ça m'a mis d'aplomb, lui, ça m'a mis les idées claires. Pas venir ici, c'est pas bien. La commission entre en voie de sanction et prononce 20 jours de quartier disciplinaire, dont 12 jours avec sursis. Vous comprenez la sanction? Ça veut dire que vous en faites 8, voilà, vous en avez déjà fait 3, donc il vous en reste 5, et qu'au-dessus de la tête, vous en avez encore 12. Ça veut dire que la prochaine fois que vous commettez un incident, monsieur, il y aura une révocation de plein droit du quartier disciplinaire avec sursis, plus la nouvelle sanction. On est d'accord? Vous disposez d'un délai de 15 jours pour faire un recours devant la direction régionale si vous n'êtes pas satisfait. Vous avez à signer les registres. Malgré ses promesses et malgré le sursis, le jeune homme a refait plusieurs fois du mitard pour violence sur codétenu et insulte au personnel. « 19h, Michael Bocquet prend son service de nuit. Ce soir, le chef, le bricard comme disent les détenus, c'est lui. Il sait que la nuit risque d'être agitée. Nous sommes début mai, il fait encore jour et ils sont 587 en cellule, pour une capacité théorique de 314 places. Michael Bocquet a sous ses ordres une dizaine d'autres surveillants, mais il est le seul à posséder les clés des cellules qu'il n'ouvrira qu'en cas d'extrême urgence. Le contrôle est visuel. Plusieurs fois dans la nuit, les surveillants feront le tour des cellules pour surveiller en particulier les 54 détenus signalés comme suicidaires. Je me souviens la première fois que je suis rentré dans une prison. Ça m'a fait froid dans le dos. On entendait clac. Ah, où est-ce qu'on est? Mais bon, après on s'habitue. Maintenant ça ne fait plus rien. Je viens au travail, quoi. Qu'est-ce que vous regardez là? Voilà, je regarde s'il y en a certains que je vérifie plus que d'autres, quoi. Par exemple celui-ci. Celui-ci est bizarre.
Ça va? Hein? Ah bon. Bah alors couchez-vous alors. Bonne nuit. Qui c'est lui? Puis c'est un détenu que des fois il sort et je sais pas ce qu'il prend encore de promenade. On n'arrive jamais à trouver des cachets sur lui, mais des fois il sort et il est à droite. Donc là il était bizarre, bon il s'est levé donc ça va. Bizarre c'est quoi? Bah il bougeait bizarrement sur son lit comme un mec un peu fou quoi. Donc j'ai tapé pour savoir si ça allait bien, donc il m'a répondu, il s'est levé donc. Des détenus tapent sur les portes. Michael Bocquet cherche à savoir pourquoi. C'est du foot? Non. Ou bien c'est une gonzesse qui passe. Eh, vous montez là? Allez faire taire. Bon, je vais aller voir à l'extérieur s'il y a quelque chose. Il y a des gonzesses qui savent pas quoi faire. Ils passent, les détenus leur disent fais voir tes seins et ils leur font voir. Alors bien sûr ça les excite. Faut les comprendre aussi, mais bon, c'est interdit. Seins nus dans la rue ce soir, et pourtant les cris redoublent à l'étage. Enlève-toi de la fenêtre. Toi là. Ouais. Parce que. Ça résonne tellement ici que. De savoir qui c'est qui crie, c'est pas les. Sors de la fenêtre. Si je reviens, il y a un rapport. D'accord? Ce soir, les détenus étaient juste en train de tuer le temps, comme ils le pouvaient. Quartier femme, tout le monde est calme, sauf Christelle qui retrouvera la liberté demain matin, après bientôt 3 ans de prison. Ah, c'est le dernier moment, hein. Dernier moment. Hein. La journée, la nuit va être agitée. Hein. On verra bien, j'espère dormir quand même, ça ira plus. Vous voyez, vous allez dormir? À mon avis, vous allez faire que fumer toute la nuit. Je vais taquiner la surveillante de nuit. Vous croyez que vous allez taquiner la collègue? Dans 13 heures exactement, vous serez dehors. Ouais, ça se pourrait bien. Je réalise pas. Je réaliserai quand j'aurai franchi le grand porte. Bah écoutez, à demain matin. À demain matin, bonne soirée. Ouais, pas de problème. Bonsoir. Le salut rituel de celle qui part à celle qui reste. Respire un bon coup. Ça y est, le bol d'air arrive. Joli cœur aussi est là. Mais aujourd'hui, nous les laisserons profiter seuls de leur bonheur. Christelle nous a donné rendez-vous chez elle dans un mois.
Une sortie de prison se prépare parfois des années à l'avance. Pour limiter la récidive, l'administration s'est donné pour mission de préparer la réinsertion professionnelle et sociale des détenus. Ce professeur de français donne des cours pour ces détenus qui préparent leur bac. Pour lui, si ces jeunes hommes sont derrière les barreaux, c'est le signe d'un échec social et scolaire. Quel est l'auteur qui a écrit un bouquin sur une expérience semblable à la tienne? Semblable à celle-ci. Ouais, semblable à ce que tu vis en ce moment. Corbeau et l'horreur. Ouais, je vois pas. Les derniers jours d'un condamné à mort de Victor Hugo. J'ai entendu parler, mais je l'ai pas lu. Bon, ben ça c'est pareil, si tu devrais le lire. Hein. Je ne vais pas vous faire le coup de Victor Hugo, ouvrez une école, vous fermez une prison, mais je veux dire, il n'y aura jamais rien de neuf. C'est forcément à l'école que tout se passe. Quand je dis école, c'est à l'école, au collège, etc. Et c'est forcément là qu'on apprend à vivre ensemble et qu'on apprend aussi à vivre avec soi-même. C'est-à-dire c'est là qu'on construit des rêves. Et c'est sûr que quand moi je leur ai fait au tableau, c'est simple. Comment ça marche finalement quand vous habitez Amiens? Amiens, c'est une ville ronde comme ça. Hein, donc ici vous avez ce qu'on appelle les quartiers nord, le pigeonnier. Bon, la prison elle est ici et puis la fac elle est là. Donc les mômes qui étaient là dans le quartier nord, eux ils ont fait ça. Et puis moi je suis là pour qu'ils aient envie de partir du quartier nord, de traverser Amiens puis d'aller à la fac. Et ça, pour que ça fonctionne, il faut accepter des idées peut-être aussi saugrenues que, non, faut pas mettre les collèges au bas des tours d'immeubles, il faut mettre les collèges ailleurs dans la ville, puis il faut peut-être les mettre à la campagne avec un internat. Ces mômes-là, ils ont fait 282 mètres, ils sont descendus de l'immeuble, ils sont venus ici, route d'Albert, à l'hôtel des 100 000 briques. Ah, c'est comme ça qu'on dit à Amiens, l'hôtel des 100 000 briques. Au sous-sol de l'hôtel des 100 000 briques, nous avons rencontré plusieurs habitants du quartier nord. En salle de musculation ce matin, une majorité de fils d'immigrés. C'est leur activité principale avec la promenade. L'un d'eux est considéré par les surveillants comme un caïd de la prison. Mais devant nos caméras, c'est la violence de l'établissement qu'ils incriminent. Ils se plaignent d'abord de ne pouvoir pratiquer leur religion, l'islam. On n'a pas le droit aux objets religieux. Ça veut dire tapis, tenue de prière. On n'a pas le droit à tout ça. Tout ça, c'est hors de... Le Coran, le livre saint, on ne l'a pas le droit de l'avoir en cellule. Même si on n'a pas le droit de l'avoir en cellule. Même si on l'a pas en cellule, au moins qu'ils mettent dans leur bibliothèque. Comme ils mettent leur Bible ou leur Torah, ou je sais pas moi. En fait, le Coran est disponible en français comme les autres livres saints. Mais à Amiens, pour l'instant, il n'y a pas d'aumônier musulman. Nous avons aussi rencontré un autre habitant du quartier nord d'Amiens, Nordine. Pour préparer sa libération et mettre toutes les chances de son côté, tous les matins, il suit une formation en électricité, payée 136 € par mois. Nordine a été condamné à 7 mois pour bagarre en récidive. Il a accepté de nous raconter son histoire dans sa cellule. Nordine vit avec Alain, condamné pour agression sexuelle. Pas grand-chose entre les deux hommes, à part la cigarette. Nordine a commencé très jeune les activités illicites, entraîné par les dealers du quartier nord. Je me dis comment que ça se fait que j'ai pas été plus tôt en prison, parce que moi depuis l'âge de 9 ans, j'avais 9 ans que je voyais des grands de mon quartier qui préparaient de la drogue. Donc je savais ce que c'était, à 9 ans, je savais ce que c'était du cannabis, de l'héroïne, de la cocaïne. À 9 ans, l'âge de 9 ans. Comme j'étais petit, ils me donnaient, moi, les produits à les déposer chez telle ou telle personne. Comme j'avais 9 ans, il y a personne qui... Il n'y a pas un policier qui va se dire, un enfant de 9 ans, il va avoir des produits sur lui, quoi. Nordine s'est promis de ne plus jamais monter en prison, comme il dit. Mais au fond, il ne comprend vraiment pas pourquoi son séjour derrière les barreaux lui permettrait de mieux s'en sortir dans la vie. Lui qui a tant perdu en arrivant ici.
Ben, je sais pas où le fait d'enfermer, ça va réhabiliter une personne. Ça, je sais pas où. Je sais pas comment que c'est. Ils peuvent dire que le fait d'être enfermé, ça va empêcher la personne, quand elle sera dehors, de puis refaire des bêtises ou quoi. Je trouve que c'est bizarre, quoi. Vous pensez que l'enfermement n'est pas une bonne réponse? Voilà, c'est pas une solution à tout, quoi. À quelques jours de sa libération, Nordine est inquiet. Divorcé depuis qu'il est en prison et désormais sans domicile, il craint qu'à sa sortie, personne ne soit là pour l'aider. Il devra reprendre sa vie à zéro. Vous sortiez le temps de l'alarme. C'est le son de l'alarme générale. Il y a l'alerte. Ouais, vous retirez votre matos et parce que là, il y a... Quelque chose d'important se passe près de nous. Les surveillants sont en alerte. Mais nous n'avons pas le droit de filmer la suite. Comme à chaque alarme, on nous demande de poser la caméra. Nous ne saurons pas s'il s'agissait d'une agression sur un surveillant, d'une fausse alerte ou d'une tentative d'évasion. À quelques centaines de mètres de la maison d'arrêt, nous sommes allés au quartier nord. Après une petite enquête sur place, le professeur avait raison. Ici, on fréquente plus souvent la prison que la faculté. Ici, au quartier, la moitié des gens que vous trouvez ici ont goûté à la prison d'Amiens. Là, tout de suite, il y a combien de personnes qui sont allées en prison? Là, tout de suite. Au moins 6. Autour de vous, là. Le chômage et la drogue sont les problèmes principaux de ce quartier. On y est quoi. Reculé. Pourquoi j'étais en maison d'arrêt? Bah, comme plein de personnes. Je voulais faire de l'argent. On m'a tapé pour stupéfiant. Donc voilà, après j'ai fait ma peine. Le trafic de stupéfiants se poursuit entre l'extérieur et l'intérieur de la prison. C'est ce qu'on appelle lancer des missiles. Lancer un missile, c'est interdit. Si on se fait attraper, on va en prison. On pourrait vous suivre ou pas? C'est à vos risques et périls. C'est à vos risques et périls. Si un chien qui vient croquer le cul, tu le bandes à la C'est à vos risques et périls si vous faites attraper par la police. Vous allez dire quoi? L'un d'eux nous propose de nous montrer comment on jette un missile de drogue à un ami incarcéré. L'homme nous amène dans un endroit discret. Là, je prépare pour un de mes amis un petit cadeau. Alors ici, il y a de la cocaïne mélangée avec de l'héroïne. Et là, il y a du shit. De la bonne qualité, choix numéro 1. Et ici, là, il y a la poudre. Mon ami, il aime bien. Et justement, lui, il attend ça plus que le shit. Mais ça va compenser en même temps. C'est-à-dire, quand ça va descendre l'effet de ça, au moins, il aura le shit pour la descente. Bon, là, je ferme. Enfin, je vais le fermer, quoi. Pour ne pas laisser d'indices sur le papier, il enfile des gants. Là, je vais écrire le mot pour la personne à qui ça va arriver, ce que je lui envoie. Je marque pour qui ça doit tomber. Et c'est pour qui donc? Donc c'est pour... Voilà, c'est ça le blague. C'est un pseudo? Voilà, c'est un pseudo que tout le monde connaît. Donc dès qu'ils vont voir ce truc-là, ils sauront que c'est Abi. Ça veut dire que dans la promenade, dès que ça va tomber, il n'y a personne qui le voleront parce qu'il y a son blast qui est marqué. Le gars à qui j'envoie, c'est pas lui qui va ramasser. Par contre, il va dépanner un truc au ramasseur. Il va lui dépanner un petit truc au ramasseur. Il va gagner quelque chose dessus, celui qui va ramasser. Et qui va lui faire remonter. Il va lui donner un peu de shit. Un petit trait d'héros. Comment elle remonte la drogue en cellule? Dans le cul, quoi. Il y en a, ils mettent dans le cul, il y en a, ils les avalent, il y en a, ils mettent dans la bouche. Voilà, c'est pour... c'est un système pour remonter le produit sans être attrapé, quoi. Je vais jeter le papier, ça peut rester comme preuve, on le jette. Nous la
l'accompagnons jusqu'à l'endroit où il va lancer le missile. Un endroit où la police attrape régulièrement des lanceurs de drogue. C'est juste ici, à droite là. Il y a un grillage. Je vais monter, je vais longer le chemin. 16h19, ouais c'est bon, je vais y aller. J'ai le produit, ça y est, je vais monter le grillage pour aller le jeter. Faut pas que les flics ils m'attrapent ici. Si les flics m'attrapent là, je me retrouve en garde à vue. Ah ouais. Cette fois encore, le lanceur de missiles échappera à la police. À l'intérieur, nous l'avons vérifié auprès du personnel. Ce jour-là, aucune drogue n'a été retrouvée sur un détenu ou dans le chemin de ronde. Le cannabis, l'héroïne et la cocaïne ont bien été consommés en cellule. Et ce n'est pas la première fois, d'après les détenus. Quand il y a du shit, vous voyez, tous les mecs, ils sont gentils, ils ont la pêche, ils sont gentils avec les surveillants, bah, ils ont ce qu'il faut, quoi. On appelle ça de la vie en prison, le shit. De la vie, on appelle ça. Ça nous aide à survivre. Il paraît que vous avez reçu des colis pour Noël. On a reçu de l'alcool, on était blindés d'alcool. On est remontés tous bourrés. On a reçu du shit tellement qu'on en avait trop, on était obligés même d'en donner à des gens qu'on connaissait même pas, pour qu'ils fassent leur Noël aussi. J'ai bu à la promenade, j'ai remonté, j'étais déchaîné. Le soir, j'ai fumé, j'étais blackout à Noël. Certains missiles ne franchissent pas le double mur d'enceinte et sont retrouvés par les surveillants dans le chemin de ronde. Dans son coffre, Thierry Marière, le responsable adjoint à la sécurité, conserve les saisies des derniers mois. Téléphone portable, cocaïne, ecstasy ou barrette de cannabis. Donc il y a quand même des beaux petits morceaux quelquefois, enfin ça c'est pas les pires, hein, mais... Ça c'est un gros morceau, voilà, de celui-là est déjà pas mal, mais il y a eu largement pire que ça, hein, donc quasiment la moitié d'une motte de beurre, quoi, donc ça commence déjà à faire le gros pavé, donc après tout le monde en profite sur l'établissement, la distribution se fait radicalement dans la cour, donc voilà, c'est sur ça et qu'il faut se démener tous les jours. Je dois avoir un petit truc qui traîne, par exemple. Il y a des prises plus surprenantes encore lors de fouilles de cellules. Prenez par exemple ça. Ça, c'est une boîte de sucre. Donc, vous faites une fouille de cellule, vous ouvrez la boîte de sucre. En fait, tout est collé. Donc, tout le sucre est collé. Et à l'intérieur, ça sert à cacher un cutter, un téléphone portable, une batterie. Plus inattendu encore et plus dangereux, ce faux pistolet retrouvé dans le chemin de ronde aurait pu permettre une évasion par prise d'otage. Bon, dans la précipitation et puis dans une tentative de prise d'otage. Nous avons retrouvé Nordine une semaine après sa libération. Rappelez-vous, c'est le garçon qui transportait de la drogue pour le compte de dealers dès l'âge de 9 ans. Nordine a retrouvé la liberté et son droit à l'image. Il a décidé d'apparaître à visage découvert pour nous présenter le petit quartier derrière la maison d'arrêt où il a vécu pendant 20 ans. Voilà, c'était mon ancienne maison, ici. J'en ai mis des voitures dedans, j'en ai mis des motos. La chambre de l'autre côté de mon père, et celle-ci, elle donne aussi de l'autre côté. Donc tu avais vu sur la maison d'arrêt? Ouais. Dans ta chambre. Voilà, et puis la chambre de mes sœurs aussi avait vu sur la maison d'arrêt. On rentrait ici dans le jardin, et puis on prenait les bouteilles, on les jetait comme ça. On mettait les paquets de clopes pareil, on mettait des cigarettes, on leur achetait, on mettait du scotch, un caillou à côté, on jetait, et hop, et récupérait. Si on m'aurait dit, t'es gosse, un jour tu vas te retrouver en prison, moi je n'aurais pas cru et personne de tout mon entourage n'y aurait cru aussi. Franchement. Pourtant, à l'époque, Nordine connaissait déjà bien la prison, mais pour d'autres raisons. Quand j'étais petit, je venais ici, là ici, il n'y avait pas d'autre entrée là-bas, c'était le mur comme ici. Il n'y avait que cette entrée là, et regardez, je sonnais, il y a quelqu'un qui venait ouvrir là. Vous avez vu? Ça existe encore. Moi j'étais tout petit comme ça, je disais c'est monsieur Nordine, et je viens chercher monsieur Ghislain Young. C'était le fils du directeur en ce temps-là. Et j'ai monté, il habitait au 2e ou au 3e étage. Et vous alliez jouer avec le fils du directeur? Voilà, ici dans la cour de la prison, là devant. On voyait même les prisonniers qui jardinaient, tout ça. Depuis sa libération, Nordine n'a qu'une priorité,
retrouver du travail au plus vite. Tous les jours, il fait le tour des agences d'intérim et propose ses services comme électricien. Sur son CV, un trou de 6 mois qui correspond à son séjour derrière les barreaux. Vous savez, j'ai 9 ans d'expérience, je peux faire de tout, quoi. En ce moment, comme j'ai vraiment besoin de travailler, que si autre chose s'offre à vous, parce que j'ai déjà travaillé à la chaîne, j'ai déjà fait les vendanges. D'accord, dernière expérience professionnelle, c'était en janvier 2006. Ouais. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée. Dites jamais que vous avez fait même de la prison pour un défaut de permis ou pour n'importe quoi, hein, même pour un défaut d'assurance. Hein. Ça y est, vous n'avez plus de travail, hein, ils vous appelleront jamais. Je peux jamais dire à une agence intérimaire qu'il m'arrivait ça comme connerie. Même si j'étais innocent et que j'étais en prison, admettons, et qu'on m'a innocenté, on ne le dit pas. Parce que ça y est, on est sûr de jamais trouver du travail. Après une semaine de recherche, Nordine n'a pas de travail en vue. Mais il y a pire. Ce soir, il ne sait pas où dormir. Les amis qui le logeaient jusqu'à présent l'ont lâché. Comme beaucoup d'anciens détenus, son séjour en prison l'a rendu plus fragile. C'est autour de la gare qu'il cherche le réconfort. C'est ironique quand même, parce qu'on se dit ouais, en prison, je sais que là je serai pas dehors, tu pourrais avoir la télé, si j'aurais envie de boire un café, il y a le thermoplongeur, souvent dans la cellule, comme j'avais formation, on touche de l'argent, donc on peut se continuer. C'est vrai que c'est ironique, mais moi je préfère la liberté. Franchement, je préfère être libre que d'être enfermé en prison, quoi. Maintenant, c'est à moi de me démerder pour vivre, pour survivre, voilà, pour vivre dans un monde qui cesse d'évoluer à une vitesse sidérante. Et voilà, quoi. Donc il va falloir que je prenne le train en marche comme tout le monde. Et voilà, que j'arrive à ma destination jusqu'à la fin de ma vie dans les meilleures conditions possibles. Nous devons quitter Nordine car nous avions donné rendez-vous à Christelle 1 mois jour pour jour après sa libération. Elle est retournée vivre chez ses parents, mais elle n'y passe pas beaucoup de temps. De terre d'un midi, je les fais réchauffer au micro-ondes et puis la pintade froide. Et voilà, on assaisonnera après. On attendait un peu plus quand même. Oui, quand même. J'aurais pas cru qu'elle était comme ça quand même. Non, elle nous a... Je pensais la voir, je sais pas... Bon, elle est gentille, c'est pas ce que je veux dire, mais... Comment que je pourrais dire ça? Non, mais qu'elle reste manger quand même le midi ou bien le soir avec nous. Un peu plus de gratitude. Qu'elle ait quand même plus une vie de famille. Voilà, c'est ça, oui. Donc, bon... Parce que nous, pendant 2 ans et demi qu'elle était enfermée, croyez-moi que... Bon, elle était entre 4 murs. Nous, on était à la maison, mais c'était triste pour nous quand même. Hein. Pour nous, c'est pas une vie non plus. Hein. Ça a été triste pour nous, parce qu'on a été déçus quand même. Hein. Là, la voilà. Je crois que là. Bonsoir. Donc là, tu reviens, on te voit pas plus, tout qu'on te fait. Vous êtes content pour moi, je sors. Oui, je sais bien, mais nous, on aimerait avec des amis, je me promène. Il faudrait que je reste enfermée dans la maison. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Et que nous, il faut qu'on se refasse aussi. Il faut qu'on se réhabitue. Faut comprendre. Il faut qu'on se réhabitue. Vous comprenez pas de mon sens à moi. Mais si, on te comprend, mais... J'arrive pas à comprendre notre truc à nous, puis parce que c'est moi qui ai subi. Même oui, si bien, quelque part, vous avez... Ça nous a fait un rude coup, oui, je sais bien, mais crois-moi. Toi, c'est sûr, je te dis, t'étais enfermé, mais nous, on était dehors, mais on a souffert autant que toi, hein. Crois-moi. Hein. Faut pas croire, hein. Christelle veut nous parler au calme. Dans sa chambre d'enfant, où elle a vécu 28 ans, elle nous confie qu'elle a rompu avec Joli Cœur, l'homme qui venait la voir au parloir. J'ai brisé le cœur. Je suis pas encore prête, faut que je me reconstruise moi d'abord. Parce que je me dis, j'ai 31 ans, 32 ans en fin d'année, je suis vieille. J'ai hâte d'avoir ma vie de famille à moi, mais
Après ce que je viens de vivre, je pense pas que c'est le moment idéal en fait. Pour Christelle, la liberté a un goût de déprime. Elle s'aperçoit qu'une partie d'elle est restée en prison. Et on n'oublie pas du jour au lendemain d'où on sort. Il y a des moments où je suis dans mon monde, quoi. Je pense à ce que j'ai vécu pendant 2 ans et demi là-bas. C'est vrai que là-bas j'avais pris mes repères, 2 ans et demi, c'est dur en sortant. Après, il faut prendre ses repères à l'extérieur, même si j'ai toujours été dans cette maison. Au départ, je me sentais un peu paumé. Mais en fait, c'est peut-être un peu de la dépression, on a des moments de cafard. Vous voulez dire qu'il y aura une forme de dépression Ouais. post-prison? Ouais. Et c'est vrai que là, pour l'instant, je suis encore un peu fragile. Comme Christelle, beaucoup d'anciens détenus souffrent de dépression. À Amiens, ces dernières années, plusieurs femmes se sont suicidées la veille ou peu après leur libération. Personne ne sera indemne de la prison. Il est minuit. Nordine s'est résolu à passer la nuit discrètement dans une cave, sous l'appartement d'un parent dont il a conservé la clé. Tranquille. Ici, dans la cave là, je fais un peu de place et c'est ici que je vais dormir. Vous pourriez dormir combien de temps dans cette cave? Bah, le temps qu'il faudra. Le temps qu'il faudra. Le temps qu'il faudra. Depuis la fin de notre tournage, le nombre de personnes détenues en France a dépassé les 61 000. À Amiens, plus de 600 personnes sont actuellement écrouées. Pour désencombrer le quartier femmes, plusieurs détenus ont été transférés vers un autre établissement. Quartier homme, un détenu a fait une tentative de suicide. La vigilance des surveillants a permis de lui sauver la vie. Cet été, 8 hommes se sont donné la mort dans les prisons françaises. Un autre a été tué lors d'une bagarre en cours de promenade. Isabelle Liban, la directrice de la maison d'arrêt d'Amiens, a été promue à la direction régionale pénitentiaire de Lille. Voilà, levez un peu. Voilà. Kevin, qui avait frappé sa compagne, a reçu d'elle plusieurs lettres d'amour. Elle lui pardonne de l'avoir battu et lui promet d'être là pour lui à sa sortie. Je t'aime mon bébé d'amour. Ouvre vite, je t'aime à mort. J'ai quand même passé une paire d'années derrière les barreaux. Combien? Oh, j'ai bien 20 ans quand même. L'ancien a reçu une lettre d'une de ses filles qu'il avait quittée à l'âge de 2 ans. Aujourd'hui, elle en a 16 et voudrait voir son père. C'est ma fille. 4 mois après sa libération, Nordine court toujours les agences d'intérim. Il refuse de baisser les bras, il veut travailler et lance un appel aux employeurs. Je voudrais bien qu'on me donne une chance, oui, une chance de prouver ce que je vaux dans mon métier. C'est-à-dire en l'occurrence électricité, voilà, je voudrais qu'on me donne une chance, qu'on me prenne à l'essai pour voir vraiment ce que je vaux, quoi. Six mois après sa sortie, Christelle a enfin repris goût à la vie. Un employeur lui a donné sa chance et la prison pour elle n'est plus qu'un mauvais souvenir. Je trouve que je m'en suis bien sortie. Et maintenant, il me manque plus qu'une belle petite vie de famille avec un bébé pour être la plus heureuse. Rémi n'a pas su respecter les règles du placement à l'extérieur. Il a été reconduit en cellule. Une cellule qu'il avait signée de son surnom avant de partir. Mais comme on dit là-bas, n'écris jamais ton nom sur le mur. Tôt ou tard, tu reviendras l'effacer. Voilà, Rachida Dati.